Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Dimanche 5 avril de l'année 2015. Mesdames et messieurs, bonjour, où que vous soyez, bienvenue dans cette émission Carte sur table et surtout merci pour votre fidélité renouvelée à la fréquence des défis. Il est un principe sacro-saint dans tout état de droit, c'est la séparation des pouvoirs. Le Bénin est-il vraiment un état de droit? La justice étant un pilier clé de la démocratie, est-elle vraiment indépendante? Quels sont les maux dont souffre la justice béninoise? À quelques jours des élections législatives, municipales et locales, quelle sera la part de responsabilité de la justice béninoise? Voilà autant d'interrogations que nous allons aborder dans cette émission. Et pour mieux éclairer donc notre lanterne, nous avons invité dans ce studio M. Serge Prince Agbodian, juriste, membre de l'Observatoire de la justice au Bénin. M. Agbodian, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les amis auditeurs. Avec moi en studio, un Serge peut en cacher un autre. Serge Novien, bonjour. Bonjour, Hospice René Dravo et bonjour auditeurs de la 88.6. C'est vrai, aujourd'hui nous allons parler justice avec M. Serge Prince Agbodian. Je rappelle que tout à l'heure, aux encablés de 10h, les auditeurs pourront intervenir via le 65 00 24 24, 65 00 27 27, 65 00 28 28 et le 21 33 84 19 également. Ceux qui aiment WhatsApp, les réseaux sociaux, peuvent nous envoyer leur message via le 65 00 24 24 et le 65 00 28 28. Monsieur Serge Prince Agbodian, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, monsieur Renaud de Dravo, et puis à monsieur Novillon. Voilà. Serge Novillon, la première question. La première question, dites-nous, monsieur Serge Prince Serge Agbodian, comment est né l'Observatoire de la justice et quelles sont les parties prenantes? Merci beaucoup. Vous me permettrez, comme nous sommes au lendemain d'une fête aussi importante pour les chrétiens catholiques que nous sommes, de souhaiter vraiment une bonne fête de Pâques à tous les Béninois qui nous écoutent en ce moment. Et je dirais simplement que pour ceux qui croient en Jésus-Christ qui est ressuscité, on pourrait peut-être leur dire de persévérer, de ressusciter comme lui et de vraiment prendre le courage nécessaire parce que c'est à la suite de beaucoup de difficultés que le Seigneur s'est ressuscité enfin. Et je dirais, pour ceux qui fêtent en ce moment et qui sont des Béninois et qui ont des responsabilités au niveau de notre pays, surtout que vous avez annoncé des élections, je voudrais bien que ce Christ ressuscité apporte beaucoup plus de sagesse dans le comportement des uns et des autres. Venant à la question que mon homonyme, c'est ça, a posée, pourquoi l'Observatoire de la justice au Bénin et comment est né l'Observatoire de la justice au Bénin? D'entrée, je voudrais bien saluer tous les membres de l'Observatoire qui certainement m'écoutent, notamment le président très occupé qui m'a demandé de le remplacer au cours de cette émission. Vous savez, la Conférence nationale des forces vives de la nation de février 90 a opté pour ce que nous connaissons tous, la construction d'un état de droit. Et donc, pour atteindre cet objectif, les gouvernements successifs, nous faisons 25 ans déjà de cette conférence, les gouvernements successifs ont appuyé par les partenaires techniques et financiers, ils ont donc œuvré, chacun en ce qui le concerne, parlant des gouvernements, pour l'atteinte de cet objectif-là, c'est-à-dire construire dans notre pays un état de droit. En 1996, il faut qu'on se rappelle que l'État du Bénin a organisé ce que nous appelons les États généraux de la justice. Et au cours de ces assises-là, ce qui a été retenu par les acteurs, je parle bien de 1996, ce qui a été retenu par les acteurs, c'est de dire qu'on veut instaurer une justice de qualité, crédible et accessible aux justiciables, constituant une justice constituant la paix sociale et au développement du Bénin. Autrement dit,
vous voyez que après les États généraux, donc à la suite de la conférence nationale, tous les acteurs de ce secteur ont dit, pour que notre pays puisse avancer, il faut faire de notre justice une justice crédible, de qualité, une justice accessible aux justiciables, et puis une justice qui apporte la paix sociale, une justice qui amène au développement du pays. Alors, après ces États généraux-là, les partenaires techniques financiers, ce que nous appelons le PTF, ont continué à aider le Bénin et à pouvoir nous soutenir pour que nous atteignions ces objectifs-là. Je peux citer quelques programmes qu'ils ont mis en place. Par exemple, l'Union européenne a mis en place, après les États généraux, ce qu'il a appelé le programme intégré de renforcement des systèmes juridiques et judiciaires. Après, il y a eu, toujours de l'Union européenne, et d'ailleurs le programme est en cours, ce que nous appelons le programme d'appui aux réformes judiciaires, PARJ. Les Américains aussi, pour nous soutenir, vous vous rappelez bien, il y a eu MCA qui est passé par ici et a construit des tribunaux, a construit le centre d'information juridique que nous avons au niveau de la Cour d'appel, a renforcé un certain nombre de secteurs pour que nous ayons quand même une justice crédible, une justice indépendante. Alors, tous ces investissements que nous avons eu à faire, qui ont été opérés dans le pays, il fallait qu'on sache réellement si ça a un impact pour que les citoyens puissent dire aujourd'hui que nous avons une justice crédible. Pour l'avoir, il ne faut pas se fier simplement aux informations que l'État donne, parce que c'est l'État, à travers le ministère de la Justice, notamment de sa direction de programmation et de perspective, les DPP, qui donne les statistiques qui disent oui, les justiciables sont beaucoup plus écoutés, etc., etc. Donc, on n'avait qu'une seule voie pour pouvoir, je dis, avoir les informations concernant la situation de la justice. C'est ainsi que certaines organisations non gouvernementales, notamment le Centre Africa Bota, le Crédige, le DHP, DONG, tous ces gens-là se sont dit il faut que nous ayons une structure autonome, indépendante, qui aille contrôler sur le terrain les informations par rapport à tous les investissements qui se font dans ce système-là et apporter des informations crédibles à la population. Ils ont soumis un travail à Osiwa, un projet à Osiwa pour lui dire, nous on n'a pas les moyens, vous pouvez nous aider à mettre en place un observatoire, d'où on a cet observatoire aujourd'hui qui a comme objectif, disons, mission principale, 3. On allait déjà vous poser la question, quels sont les objectifs de l'observatoire? 3 missions principales. Il y a d'abord de faire un suivi des données statistiques sur la justice béninoise. Parce que l'observatoire a le mérite de déployer des enquêteurs sur le terrain pour prendre des informations précises. Et donc, nous analysons les statistiques telles que c'est fait par le gouvernement à travers son ministère de la Justice et ce que nous collectons. Donc, il faut d'abord avoir des statistiques crédibles. Donc, nous faisons cela à travers le suivi des données statistiques. Ensuite, chaque année, nous produisons un rapport que nous appelons un rapport périodique sur le fonctionnement de la justice. Et nous en sommes au 2e. Nous allons en parler certainement de cette mission. Oui. Et puis, la 3e mission, nous faisons des plaidoyers pour que les solutions et difficultés que nous constatons, que les citoyens, les justiciables évoquent, que l'État, à travers la chancellerie, je veux parler du ministère de la Justice, puisse les prendre en compte, que l'État puisse vraiment tenter d'y répondre. Et ça permet aussi à ceux que j'appelle les partenaires techniques financiers qui interviennent dans le secteur, d'avoir aussi des éléments pour pouvoir aider à orienter les politiques qu'ils ont par rapport à cet état de justice que nous avons au Bénin. Voilà globalement ce que je peux rapidement dire par rapport à la mission. D'accord. Afin que les auditeurs qui nous écoutent donnent plus de crédibilité à ce que vous avancez là, vous allez peut-être leur présenter un peu les membres de l'Observatoire. Je suis d'accord avec vous. C'est simple. L'Observatoire est constitué de femmes et d'hommes dont l'expérience au service de la justice n'est pas à démontrer. C'est-à-dire que
c'est des gens qui ont éprouvé la justice. Certains y ont travaillé, ils ont laissé des plumes. C'est des gens respectables, s'il vous plaît. C'est des gens... n'entre pas dans ce Non, qui veut, mais qui c'est peut. des gens qui sont complètement indépendants, qui arrivent à dire ce qu'il y a à dire et dans le professionnalisme normal. Et je vais vous donner quelques membres. Oui. D'abord, le président. Monsieur Kapotiti. Monsieur Kapotiti, pour ceux qui le savent d'ailleurs, la dernière procureur. fois, les jeunes magistrats ont sorti un livre pour faire hommage à certains présidents de cour d'appel. Je ne vais pas trop parler, je vais inviter ceux qui ont ce livre d'aller lire ce qu'ils ont dit du président Kapotiti, qui, pour l'expérience que moi je fais avec lui, dans le cadre de cet observatoire, un homme qui sait là où il va et qui n'a peur de rien, qui dit ce qu'il peut dire par rapport au professionnalisme. Et d'ailleurs, ça se ressent dans nos rapports, on le constatera. Vous avez des huissiers, notamment le corps des huissiers qui est représenté aujourd'hui par Maître Bankole de Souza, que nous connaissons, qui a été président de chambre. Et puis, vous avez des avocats comme Maître Mpati Angelo, hein. Vous avez des notaires, le représentant des notaires, Maître Akankosi Degueno. Vous avez des gens, le commissaire priseur par exemple, Madame Zizloro de Dravo, qui est membre. Vous avez les greffiers. Aujourd'hui, le doyen des greffiers, en tout cas celui qui sait, c'est Maître Gamavo, que tout le monde connaît, qui a été longtemps greffier au Bénin. Et vous avez des enseignants. Des enseignants, vous connaissez par exemple Madame Zanovi Grimaud Agnès, que je salue, qui a été l'une des premières à animer la Sénat dans ce pays-là, et qu'on le connaît dans sa rigueur à l'université. Bref, Serge Prince Agbodjan, beaucoup le connaissent par ce qu'il fait sur le plan, en tout cas constitutionnel, etc. Donc c'est des personnes qui sont vraiment techniques et qui peuvent apporter ce que je peux dire, quelque chose de clair et de professionnel. À cela, et c'est ça qui est aussi intéressant dans ce groupe, nous avons les partenaires techniques financiers, par exemple, qui siègent. Je sais que, par exemple, MCA y est et qui a envoyé un représentant. Vous avez, par exemple, également l'Union européenne qui a son représentant qui vient. Vous avez la Chambre de commerce, vous avez le Conseil des investisseurs privés au Bénin. Donc, c'est un cadre qui permet vraiment, à travers ces acteurs, de dire réellement ce qui est nécessaire pour que notre justice fonctionne. Monsieur Prince Agbodjan, l'Observatoire de la justice au Bénin a vu le jour le 4 octobre 2012, si ma mémoire est bonne, je ne sais pas si je me trompe. Voilà. Alors, l'Observatoire a fait paraître 2 rapports en 2013 et en 2014 sur l'état de la justice et perspective des justiciables. Alors, que peut-on retenir d'essentiel de ces 2 rapports? Merci. Nous avons sorti le rapport 2013 et le rapport 2014 et nous avons commencé à réfléchir sur le rapport 2015 que nous aurons probablement vers la fin de l'année. Alors, le premier rapport, nous avons fait un état de la justice au Bénin et la perspective des justiciables. D'accord. Dans ce rapport, nous avons passé en revue tout le système judiciaire béninois en relevant les problèmes qui se posent à ce système judiciaire. C'est un rapport de 200 pages qui a été, disons, composé de 2 parties. D'ailleurs, tous nos rapports se composent de 2 parties. Dans la première partie, nous avons parlé de l'administration de la justice et de l'état de droit. Et nous avons parlé de la jouissance du droit à la justice au Bénin. C'était la deuxième partie. Et nous sommes passés dans tout le système judiciaire pour pouvoir relever les problèmes qui se posent à ce système judiciaire. Pour être plus simple, à l'analyse du système judiciaire, nous avons constaté beaucoup de problèmes. Malgré tous les projets que nous avons évoqués tout à l'heure dans l'émission, on a senti beaucoup de problèmes. Le premier problème qu'on a relevé et qui a fait l'objet de notre recommandation, on a estimé que
il était nécessaire de renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire. Renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire à travers des actions précises. Donc, en clair, le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant de celui exécutif. On ne peut pas dire... Il y a une lutte qui se fait. Il y a une lutte qui se fait. D'abord, j'aime bien clarifier. L'indépendance de la justice est d'abord l'indépendance de la personne de la justice. C'est-à-dire, il faut que les acteurs de la justice eux-mêmes décident d'être indépendants. Donc, si vous n'êtes pas vous-même indépendant, on peut vous mettre dans un système d'indépendance que vous n'allez pas assumer. Parce que vous-même, vous êtes dépendant d'un certain nombre de choses. Et donc, nous avons vu la question de l'indépendance sur le fonctionnement formel. Le premier problème, c'est le parquet aujourd'hui. Le parquet. Vous savez, au niveau du tribunal, vous avez deux formes de magistrats. Vous avez le magistrat de siège qui juge, qui lui est indépendant et inamovible. Et vous avez le juge du parquet qui lui n'est pas indépendant puisqu'il a comme chef hiérarchique direct le garde des Sceaux, le ministre de la Justice. Alors, le lien ombilical qu'il y a entre le ministre de la Justice, garde des Sceaux et les parquets et les actions qui sont menées sur le terrain prouve à suffisance que ce juge, alors que dans le principe du parquet, il y a une règle qu'on apprend tous en tant que juriste qui dit que le magistrat du parquet, il est libre dans son opinion. Mais lorsqu'il reçoit les instructions, il est obligé de déférer aux instructions. Mais il est libre. C'est-à-dire qu'au cours d'une audience, le tribunal, le juge, disons le magistrat du parquet, le substitut du parquet ou le procureur peut dire, bon, voilà ce que l'autorité de tutelle m'a dit de faire. Voilà, il m'a dit de faire une réquisition pour que M. René de Dravo soit mis sous mandat. Et il fait sa réquisition, il lit, surtout que je ne vous le souhaite pas. il lit, mais après, lorsqu'il dépose son papier, il peut dire, moi, en tant que magistrat, je ne suis pas d'accord avec cela. Je pense que M. Quenu de Dravo n'est pas compétent pour pouvoir, les infractions qu'on lui repose ne sont pas qualifiées. Moi, je le dis. Et donc, on sépare cela. Mais au Bénin, ici, le constat qu'on a fait, c'est qu'il y a une influence du procureur, du garde des Sceaux sur le fonctionnement des parquets. Ce qui fait que on ne sent pas une certaine indépendance de ces magistrats-là. Alors qu'ils devraient, à des moments donnés, en tant que professionnels, le dire. Il y a eu des éléments qui sous-tendent cette chose-là. Le statut des magistrats dit, vous pourriez demander un accord, une directive écrite. C'est-à-dire que lorsque vous sentez que vous êtes en difficulté en tant que parquet, vous exigez de l'autorité supérieure qu'il vous donne une note. Et lorsqu'il donne une note, là, votre responsabilité est dégagée et on pourra s'en prendre à lui-même lorsque ça pose problème. Mais combien de magistrats réclament? Parce que lorsque tu réclames, n'oubliez pas qu'il y a toute une machine qui gère vous avez le système de la carrière de magistrat qui est dans la main du garde des Sceaux. Vous avez un certain nombre de choses qui est dans la main du garde des Sceaux. Donc en clair, pour que le magistrat du parquet soit libre, il faudrait quand même que quelque chose se fasse, voilà. Qu'on essaie de couper le cordon ombilical et nous avons fait des propositions précises dans le premier rapport. Autre élément qu'on a mis dans le rapport 2013, c'était de dire qu'il faut faire une refonte. Et nous, on appelait une refonte urgente du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature, tel que c'est aujourd'hui, et nous l'avons dit dans le rapport 2013, ne peut pas aider à une justice indépendante. Pourquoi? Parce que d'abord, ceux qui sont professionnels, membres, il y a beaucoup plus de non-professionnels dedans. Alors que les Nations Unies, l'Union européenne, tous ces gens-là ont dit, je dirais, l'UEMOA, ils ont dit, écoutez, pour que le CSM soit un CSM bien, il faut que les acteurs professionnels soient plus nombreux. Vous vivez la même chose au niveau de la HAC, au niveau des journalistes. Donc, d'abord, il faut faire une réforme à ce niveau. Il faut faire la réforme pour que la présidence
de ce Conseil supérieur de la magistrature reviennent à quelqu'un de pratique et non politicien. Puisque le président de la République c'est lui. Non, lorsqu'on dit que le président est premier magistrat, ça ne veut pas dire qu'il est magistrat. Hein. Il est le président. Non, il n'est pas professionnellement magistrat, il ne peut pas venir à l'audience. Non, c'est un titre honorifique, ça n'a rien à voir avec le fonctionnement de la justice. C'est un titre honorifique, c'est pas parce qu'il est premier magistrat qu'il peut dire, mais écoutez, mettez telle personne en prison. Il y a toujours son mot à dire quand même. Oui, parce qu'aujourd'hui, il est membre du Conseil supérieur de la magistrature. Tous les pays qui ont fait la réforme, même au Togo, ils ont déjà dépouiller cela. Parce que ça pose un problème entre l'indépendance de la justice. Lui, il est le président du gouvernement qui incarne le pouvoir exécutif. Qu'il soit en même temps président du Conseil supérieur de la magistrature, ça pose un problème. Surtout que le vice-président, c'est aussi le ministre garde des Sceaux. Et vous savez aujourd'hui que le Conseil supérieur de la magistrature joue le rôle de conseil de discipline. Et donc, si c'est le conseil de discipline des acteurs, si vous avez des politiques dedans, et ça pose un problème. Par exemple, lorsque l'inspection des services judiciaires fait ses enquêtes sur le terrain, relève que tel magistrat ne fait pas bien son travail, il est tenu d'envoyer le rapport au ministre garde des Sceaux. Et le ministre garde des Sceaux peut être un politique, peut être quelqu'un qui soutient le magistrat qui fait du faux. Ce dossier n'ira jamais au Conseil supérieur de la magistrature. Mais qui peut réformer c'est la volonté de le faire. Et je crois que cette volonté a été perçue par le gouvernement lui-même, puisque dans la politique nationale de développement du secteur de la justice, qui est une politique qui a été finalement adoptée, on a mis cette réforme. Parce que cette réforme pose énormément de problèmes. Chaque fois qu'on nomme quelqu'un, vous savez, il y a toujours une réaction de l'INAMAB. On en est encore en ce moment. Parce que, ou bien ils trouvent que c'est des règlements de compte, ou bien, etc., etc. Alors que si on dépouillait ce Conseil supérieur de la magistrature, du politique, et que ce soit des professionnels qui abordent cette question-là, je crois qu'on aurait renforcé la discipline, l'indépendance de la justice. Si on fait en sorte, par exemple, c'est un exemple, que les rapports du Conseil de l'inspection des services judiciaires, même si c'est adressé au garde des Sceaux, que le Conseil supérieur de la magistrature ait déjà cette information-là pour savoir que c'est en tant qu'organe disciplinaire, je puisse taper directement pour demander des enquêtes sur le terrain. Je crois qu'il y aura un peu plus d'ordre. Et les justiciables que nous sommes, nous allons le sentir dans le comportement des acteurs. Donc nous avons vraiment parlé de ça. Nous avons parlé de l'autonomie financière de la justice. C'est un autre problème. On a même souhaité qu'il y ait un fonds pour gérer ça parce que c'est vraiment difficile. La justice aujourd'hui, contrairement à ce que nous devons constater, souffre de manque de moyens, souffre de manque de ressources. Vous avez et on l'a dit dans le rapport, il faut vraiment, on recommande vraiment que on renforce le système judiciaire. Il y a peu de magistrats. Et vous observez, il y a même une manière de plomber la chose, quoi. Il y a des programmes qui disent il faut sur chaque année 40, il faut recruter 40 magistrats. Le dernier, disons la dernière promotion en cours, je ne sais pas s'ils ont déjà prêté serment, je ne suis pas sûr. Et ça dure déjà 2 à 3 ans. Donc, on crée des vides sur la question de fonctionnement, amène à créer des vides et on a des absences sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons peur parce que si on va loin avec ce que nous observons, il y aura des moments où on risque de ne pas avoir des magistrats pour faire fonctionner les institutions. Ça va se poser parce que, d'ailleurs, certains ne veulent pas bouger de leur secteur à cause de l'inamovibilité. On va peut-être en parler aussi. Mais il y a un réel problème. Donc, nous l'avons relevé dans le rapport et nous avons ajouté aussi ce que les justiciables eux-mêmes ils ont dit. Et je vais vous lire un peu rapidement ce que les justiciables eux-mêmes ils ont dit par rapport, dans le premier rapport avant d'aborder le deuxième. Les recommandations directement recueillies par les justiciables, c'est de dire, ils disent, par exemple,
eux, ils ont donné la justice de manière générale. Ils disent de doter le Bénin d'une cour constitutionnelle dont le président n'a pas un parcours politique ou tout au moins qui renonce à son engagement politique et fait sien les devoirs d'ingratitude envers ceux à qui il doit sa nomination. Ils disent d'informatiser le système de production des actes judiciaires, des greffes, au-delà du simple achat de matériel informatique, parce qu'eux, ils vont prendre un casier judiciaire dans les tribunaux, c'est des problèmes. Donc, ils ont relevé cela. Ils ont dit, par exemple, ils ont demandé de réserver un bon accueil aux usagers du secteur de la justice. C'est-à-dire, lorsque les gens viennent, ils vivent l'humeur de l'agent de la justice, vous allez prendre un cas judiciaire, la manière dont vous traitez et tout ça. Donc, ils ont relevé ces questions-là, d'organiser des formations pour ces acteurs, d'augmenter le personnel des greffes, de séparer effectivement le pouvoir judiciaire du pouvoir exécutif, ce que nous avons déjà relevé, et de rendre la justice accessible et équitable à tous. Voilà, de manière globale, ce que nous avons pu dire dans le rapport 2013. Et ça a été quand même un rapport global de la situation judiciaire au Bénin. Est-ce que le gouvernement actuel est au parfum de ce rapport? Bien sûr, le gouvernement, d'abord, ils sont acteurs. Je n'ai pas pu vous le dire. Dans les membres de l'Observatoire, il y a le secrétaire général du ministère de la Justice qui siège d'abord. Et ensuite, le rapport fait l'objet de beaucoup de validations. Nous essayons d'en parler avec les acteurs avant de le mettre pour qu'ils commencent à travailler sur la question. Et puis, dès que nous lançons le rapport, nous le déposons officiellement au garde des Sceaux. Nous avons plusieurs fois été reçus par le président de la Cour suprême pour lui présenter le rapport et amener leur adhésion par rapport à ça. Je peux dire que le rapport est bien connu des acteurs. Et c'est les réformes qui tardent à venir, et parce qu'on soulève les questions de financement, on soulève les questions matérielles, et puis il y a des questions que nous, on ne peut pas savoir. Par exemple, pour le Conseil supérieur de la magistrature, c'est une réforme à faire rapidement. Si on n'a pas besoin d'une grande révision pour le faire. Il y a des possibilités de le faire aussi facilement. Et je crois qu'au niveau de l'Assemblée, il y a même une action qui a été menée dans ce sens-là. C'est des éléments qui font d'un état de droit. Et je pense que nous, les acteurs, pour ce que je sais, tous les acteurs sont impliqués un peu dans ce rapport. Ils savent ce que nous avons dit. Et nous l'avons dit de manière indépendante. On l'a dit de manière professionnelle. Bon, pour nous, on fera le plaidoyer, mais c'est à l'acteur politique de prendre ses responsabilités si nous voulons vraiment une justice de qualité dans le pays. D'accord. Et plus récent, le rapport de 2014, on peut retenir quoi? Alors, le rapport 2014, on s'est dit, cette fois-ci, nous n'allons pas faire de la globalité. Il faut que nous ayons dans la pratique des choses pour qu'on puisse relever les vrais problèmes par rapport à la justice béninoise. Et qu'est-ce que nous avons décidé à l'Observatoire? Nous avons décidé de voir l'application d'un certain nombre de codes adoptés. C'est-à-dire que dans les réformes que les PTF ont eu à faire ici, par exemple, MCA a aidé avec l'Union européenne à la mise en place de certains documents ou certaines lois importantes. Il y a eu, par exemple, le code des procédures. On parle du code des procédures parce que ça englobe la procédure sociale, administrative, des comptes, etc. Beaucoup de procédures. Il y a ce code de procédure que le Bénin a voté en 2008, qui a été mis en application, je crois, en 2009, qui a organisé les procédures sur le plan social, administratif, etc. Et ce code a fait des innovations. Nous avons eu le code de procédure pénale qui a été promulgué le 18 mars 2013 et qui est aussi venu renforcer le corpus juridique. Et le dernier code qui a été voté, c'est le code foncier que vous connaissez, foncier domanial. Qui jusque-là n'a pas été promulgué? Si, ça a été promulgué depuis le 14 août 2013 et c'est déjà dans le corpus béninois. Mais la question, c'est de dire qu'est-ce que nous faisons de ces codes? Et c'est ce que nous avons analysé dans le rapport 2014 en parlant des innovations des codes et la réalité de leur application. Et ce que nous avons constaté, ça je vous le dis franchement, c'est quelque chose que je reproche toujours dans notre pays. Vous avez bien passé que
un éminent professeur a dit que le Bénin n'a pas des questions de test, mais la question de tête, c'est ça. Oui. Ok. Je retiens qu'il n'a pas tort. Il n'a pas tort parce que ce que nous avons constaté, c'est que les tests ne sont pas vraiment appliqués au Bénin. On les met en œuvre, on les vote, et on sent que l'application est difficile. Vous savez, c'est difficile. C'est-à-dire le Bénin, en tout cas, on me dit que c'est un peu plus sociologique, mais je dis que c'est de l'indiscipline. Vous votez une loi. Vous votez une loi, c'est pour la mettre en œuvre. Parce qu'avant de la voter, il y a tout un mécanisme qui se met en place. Si la Constitution a dit qu'il y a 2 personnes qui sont initiateurs des lois. Il y a le président de la République et le Parlement. La plupart de ces tests sont des projets de loi. Donc ça vient du gouvernement. Si je veux faire des réformes, je suis censé en amont me préparer pour que lorsque le test sera mis en œuvre, je puisse avoir les moyens nécessaires pour mettre en place ce test. Mais nous l'avons constaté malheureusement que les tests, dans la plupart du temps, ne sont pas adoptés, ne sont pas respectés. Prenons les innovations, par exemple. Oui. Si vous prenez par exemple le code de procédure pénale, voilà un code qui vraiment, pour nous, a été le meilleur des codes. Parce que ça a renforcé la protection du justiciable. C'est tellement pratique que c'est un code moderne. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de mettre n'importe qui en prison. Vous devez le constater. Aujourd'hui, on ne met plus en désordre en prison. Ou garder au commissariat. Non, c'est bien réglementé maintenant. Et le code a mis des dispositions qui nous permettent vraiment de constater que si vous le faites, vous avez de grandes responsabilités. D'abord, si je prends ce que nous appelons la garde à vue, par exemple. Oui. Vous savez que c'est les moyens les plus simples pour pouvoir, je dirais, commencer une procédure au niveau du Bénin. La garde à vue, c'est déjà organisé par la Constitution. C'est clairement organisé par la Constitution déjà, qui donne déjà les balises pour que nous n'ayons pas un abus par rapport au garde à vue. Mais le code de procédure est venu renforcer cela et a donné des moyens pour le justiciable ou celui qui est interpellé à pouvoir bénéficier d'un certain nombre de droits. Par exemple, tout le monde ne peut pas mettre en garde à vue. Il faut que vous soyez OPJ, par exemple, officier de police judiciaire, et que votre mission soit sous la couverture du procureur de la République. Bon. Lorsqu'on vous interpelle, par exemple, en garde à vue, il y a des obligations que le législateur a mis en place. Des obligations qui sont vraiment des obligations majeures pour vous avez le droit d'être assisté. On doit vous accorder le droit d'être assisté, le droit d'un avocat. Et l'ordre des avocats est allé loin. Il a mis dans tout ce qu'il y a comme commissariat, gendarmerie ici, des numéros de téléphone pour que les avocats soient disponibles. Mais ce n'est pas toujours le cas. Bon, on doit vous décliner ce pourquoi on vous a interpellé. C'est-à-dire que ce n'est pas lorsqu'on vous interpelle qu'on va commencer à chercher l'infraction. L'infraction doit exister avant. On doit pouvoir vous permettre d'appeler votre famille. Donc, le droit l'exige que vous devez appeler votre famille. Vous devez, même si vous le voulez, avoir la visite de votre médecin. Toujours en garde à vue, hein, c'est pour quelques heures, hein, ce que je vous dis là. On dit par exemple que lorsque vous êtes en garde à vue, vous devriez, à des moments donnés, lorsque vous sentez que vous êtes fatigué devant l'interrogatoire, dire « Monsieur, vraiment, je suis fatigué. Donnez-moi quelques minutes pour que je m'essouffle un peu pour revenir. » Il n'a pas le droit de refuser. C'est dans le code des procédures pénales. Et le législateur, en faisant ces principes-là, a dit que si les principes ne sont pas respectés, vous le faites mentionner dans le rapport et la procédure est nulle. Si vous êtes, et c'est ça qui est dangereux, si vous êtes un grand voleur et que vous parlez de ces choses, s'il vous plaît, je vais appeler un avocat, on ne vous le permet pas. Vous faites mention dans le PV. Je veux avoir ma famille, on vous le refuse. Vous faites mention dans le PV. Mais il est un docteur alors.
Parce que là, ils viennent comme ça, ils ne savent pas tout. Ah oui, mais c'est ça le problème. Mais nous l'avons constaté dans le rapport. Oui. On le dira au cours de l'émission. Donc, déjà, rien que ça, c'est déjà une grande réforme. Mais comment cela est appliqué? Il y a des citoyens maintenant qui vont me dire vraiment ce que M. Prince dit, c'est pas au Bénin, c'est complètement... Oui, c'est vraiment au Bénin. Il faut que nous soyons conscients de ces tests-là. Il y a une vulgarisation à l'observatoire. Bon, nous ne faisons pas de la vulgarisation. Nous sommes dans la veille street. Ce que nous faisons déjà, par exemple, en acceptant de faire cette émission avec vous, c'est de porter ces informations. Mais le code de procédure pénale est disponible. Et des gens, je vois même des journalistes avec qui j'échange qui ne comprennent pas ça. Et ça, c'est pas possible. Si vous ne comprenez pas, c'est pas aux petits citoyens de l'autre côté. Est-ce que c'est pas au gouvernement de participer à la vulgarisation de ce... Normalement, c'est cela. Mais c'est les arranges pas. En tout cas, je ne sais pas. Mais je veux dire, les tests existent. Ouais. Vous prenez pas un autre test. Et ça, c'est ça que le rapport a vraiment mentionné. Et nous avons été vraiment déçus par ça. C'est l'article 147 du Code de procédure qui gère les détentions. Aujourd'hui, le législateur a été très ferme dans la gestion de la détention provisoire. La détention provisoire, c'est quoi? C'est après la garde à vue, lorsque on considère que vous êtes plus ou moins impliqué dans un processus, vous bénéficiez de votre présomption d'innocence toujours, c'est-à-dire que tant que les juges n'ont pas encore apprécié votre dossier, vous êtes toujours innocent. Mais vous êtes en détention provisoire, c'est-à-dire on vous met dans une maison d'arrêt comme en prison et on fait la procédure pour vous. Le constat qui est connu depuis les États généraux de 1996 à ce jour, c'est qu'il y a 75% des détenus, c'est-à-dire dans les prisons, qui attendent la procédure. Qui sont toujours en détention provisoire. Ce qui est... Alors que normalement, ça a un délai. Voilà, le législateur, à travers l'article 147, a réorganisé cela. Et qu'est-ce que le législateur dit? Je vous lis. En matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévue pour la loi est inférieur à 2 ans d'emprisonnement, l'inculpé domiciliaire en République du Bénin ne peut être détenu plus de 45 jours après sa première comparution devant le juge d'instruction ou devant le procureur de la République en cas de procédure de flagrant délit, s'il n'a pas déjà été condamné pour crime ou délit de droit commun. En tout autre cas, aussi longtemps que le juge d'instruction demeure saisi de l'affaire, la détention provisoire ne peut excéder 6 mois. Si le maintien en détention apparaît nécessaire, le juge d'instruction saisit le juge des libertés de la détention qui, sur réquisition motivée du procureur de la République et après avoir requis les observations de l'inculpé de son conseil, peut prolonger la détention par ordonnance spécialement motivée d'après les éléments de la procédure. La décision du juge des libertés de la détention doit intervenir conformément au délai prévu au présent article. En l'absence d'une telle ordonnance, l'inculpé est immédiatement mis en liberté par le président de la Chambre des libertés sans qu'il ne soit placé à un nouveau moment sur mandat. Le juge d'instruction saisi devrait sans délai être informé par le régisseur de la main levée d'écrou. Aucune prolongation ne peut être ordonnée pour une durée de plus de 6 mois, renouvelable une seule fois en matière correctionnelle et 6 mois, renouvelable 3 fois en matière criminelle, hormis les cas de crimes de sang, d'agression sexuelle et de crimes économiques. Les autorités judiciaires sont tenues de présenter l'inculpé aux juridictions de jugement dans un délai de 5 ans en matière correctionnelle, 3 ans en matière, 5 ans en matière criminelle, 3 ans en matière correctionnelle. En matière de crimes économiques, l'inculpé peut être poursuivi sans mandat, etc., etc. Mais nous avons fait un tour. Nos enquêteurs sont allés constater des choses horribles. Des gens qui devaient faire 6 mois, qui ont déjà tapé 8 ans. Qui ont déjà... Ils attendent le jugement. Oui, il y a des gens qui sont oubliés dans les juridictions. Bon, nous l'avons mis dans le rapport. Oui, et nous avons mis des statistiques pour bien le prouver. Ils sont oubliés simplement. Bon, dans ce cas, quelqu'un qui a déjà fait 8 ans sans jugement, dès lors qu'on le juge et qu'on lui tape 4 ans, qu'est-ce qui se passe ensuite? Le code a dit maintenant, dans le nouveau code, il a dit, bon écoutez, il y a droit à une indemnisation, dommage intérêt.
Et il a créé une commission pour ça. Nous avons constaté que cette commission ne siège pas, par exemple, dans la loi. La loi a prévu les outils et ça ne siège pas. Le rapport est très clair sur ces questions-là. Il y a des gens qui, pour un bœuf de voler, donc 3 mois, 6 mois plus en prison, ils ont déjà fait 2 ans, 3 ans, 4 ans. Parce qu'il y a un dysfonctionnement au niveau des services à ce niveau-là. Dysfonctionnement qui, quelquefois, n'est pas du fait du juge, par exemple. On peut parler d'encombrement. On peut parler du fait qu'il y a des juges d'instruction, il y a des cabinets d'instruction qui sont sans juge au Bénin. C'est-à-dire que des juges ont été envoyés, affectés. On n'a pas créé, on n'a pas nommé des gens. Et le juge qui est déjà au deuxième cabinet, qui a des centaines de dossiers, vous lui demandez d'assurer l'intérim du juge qui est au premier et qui a déjà 200 dossiers, vous vous imaginez. Et lorsqu'on parle d'un dossier, on parle d'un citoyen qui est en prison. Nous avons observé cela, nous avons trouvé que c'est pas possible dans un État, puisque la loi dit, dans ces conditions, si le délai passe, mais le président de la Chambre des libertés ordonne immédiatement la levée d'écrou. Mais ça n'est pas appliqué. Il y a aussi des dispositions dans le code que nous avons relevées qui ne sont pas appliquées. Il y a les procureurs généraux et le président des chambres des libertés au niveau des tribunaux devraient faire des inspections, au moins des inspections dans les prisons pour constater les difficultés qui se posent. Il y a des gens qui sont oubliés. Moi, j'ai vu dans une prison un enfant qui a été oublié. Vous savez comment il a été oublié? C'est à Ouida, là. Je ne sais pas si... Parce qu'on a attiré l'attention de l'inspection sur ça. Vous voyez, je vous donne son cas. Lui, il est un enfant qui, je crois, un apprenti quelque part. Il travaillait. Il a vu une jeune fille mineure qui était sur Zémidian qui est passée. Le soir, dans l'après-midi, les gens viennent pour dire « Ah, cet enfant-là a été perdu. On ne le retrouve plus, et puis, etc. » Lui, c'est peut-être son malheur, il a dit « Ah non, moi, cet enfant-là ne peut pas être perdu parce que moi, je l'ai vu vers 11h sur Zémidian, passer. » Les enquêtes ont révélé qu'il fallait l'interpeller parce que c'est lui seul qui porte l'information qu'il a vue. Bon. On l'a interpellé, on a dit de parler plus, on l'a mis sous mandat de dépôt. Il est en prison. Mais ce qui est paradoxal, pour cet enfant, c'est que quelques mois après, les enquêtes ont révélé et ils ont arrêté la fille qui était Suzem, qui a disparu, celui qui l'a, disons, hébergé, en tout cas, on les a tous arrêtés dans la procédure. Oui. On les a déférés tous à la prison de Ouida. Le petit est là, les 2 autres qui ont fait leur affaire sont là, et il est encore là. Nous estimons qu'on l'a oublié, parce que la première action, c'est de dire, après du moment où nous avons vu ceux qui ont été impliqués, il était là. Nous, on a trouvé ça. Qu'est-ce que vous avez pu faire pour... Non, on a juste attiré l'attention de l'autorité. L'observatoire ne peut pas se mettre à la place des acteurs. Mais nous avons trouvé ça. Ça nous a touchés. C'est un enfant. Un enfant. Je ne sais pas, je ne peux pas dire, mais je crois que tout était mis en œuvre à la suite de notre mission, que vraiment on fasse quelque chose. Et il y a de ces cas, il y a plein de cas comme ça. Il y a plein de cas comme ça. On sent qu'il y a un peu de favoritisme, même au niveau même des juges, parce que quelqu'un, par exemple, qui vole, disons, un sac de riz, et qui est là depuis peut-être 1 an, ou quelqu'un qui a détourné près de 50 millions, on le libère en l'espace de 2 semaines. Il y a tellement de problèmes au niveau de la justice, et on se pose la question, mais on se dit, mais qu'est-ce que l'observatoire fait? L'observatoire, son rôle, strictement, c'est de faire les recommandations, d'attirer l'attention. Je sais que les rapports sont lus par les acteurs, et ce qu'ils peuvent faire, ils le font. Je ne peux pas ne pas dire qu'ils ne le font pas. Ils font. Mais ce que vous dites, les justiciables le disent. C'est pas nouveau. On dit oui, lorsqu'il s'agit des gens qui n'ont rien, eh ben, eux, ils sont vite attaqués. Et lorsqu'il s'agit des grands, bon, c'est vrai qu'au Bénin aussi, on fait trop
commentaires qui, quelquefois, ne sont pas justes. Oui, mais quand on visite aussi les prisons, mais maintenant, c'est vrai. Ça voudrait dire qu'il y a un dysfonctionnement. Il y a un dysfonctionnement que nous avons relevé. Le fonctionnement des juges d'instruction. Je vais vous dire, la loi a dit que les juges d'instruction, leur chef hiérarchique, c'est la chambre d'accusation. Ils sont tenus d'envoyer, les juges d'instruction sont tenus d'envoyer des rapports périodiques à l'autorité pour dire, voilà mon cabinet, voilà ce que... Ça ne se fait pas au Bénin. Comment vous voulez que le procureur ou le procureur général, qui ne reçoit pas les informations de la base et qui ne réclame pas non plus, comment la chambre d'accusation, qui ne reçoit pas l'information et qui certainement ne réclame pas non plus, puisse savoir que ce petit l'a oublié? Ce n'est pas possible. Parce que le juge qui est en train de gérer le dossier, certainement, a d'autres choses plus importantes. Qu'est-ce qui se passe? On est obligé de voir dans le lot des 200 quelque chose qu'il faut sortir. C'est un peu comme ça. Il y a un dysfonctionnement. Et ça, c'est des questions qui nous ont vraiment préoccupés au niveau du rapport. Et nous l'avons soulevé. C'est sur le code de procédure pénale, ça. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de délai lorsque quelqu'un est en détention provisoire, lorsqu'on est en garde à vue, etc. Nous allons prendre l'exemple du présumé coupable, l'assassin coupable de Danivor. Lui, par exemple, normalement, si on devait respecter les tests, il devrait faire combien de temps en prison? Est-ce que c'est pas dépassé? D'abord, c'est difficile d'opiner sur la question, parce que c'est une question d'actualité. Je me réserverai même pas d'aller sur la question. Mais ce qui est sûr, si c'est un crime, la procédure, c'est aux assises. Et il y a un problème aussi au niveau de l'assise. L'assise, ça s'organise avec l'autorisation du ministère de la Justice, parce que c'est des fonds qu'il faut mettre en jeu pour pouvoir faire des assises quelque chose d'officiel, puisque en ce moment, les magistrats ont des avantages spécifiques, etc. Ailleurs, l'assise, c'est du droit de la cour d'appel. On n'a pas besoin d'en faire une solennité. C'est-à-dire, parce que lorsqu'on parle d'assises, c'est des crimes. C'est des crimes économiques, crimes de sang, etc., qui vont là. Ça veut dire que ça passe devant un certain nombre pour voir vraiment l'inculpation. Et vous l'observez, lorsqu'ils font les assises, c'est des cas des cas graves. Ailleurs, l'assise, c'est à faire, quoi. Ce n'est pas programmé. Et c'est lorsqu'on programme que les gens s'attendent. Parce qu'il faut programmer, il faut demander l'autorisation du ministère de la Justice, parce que l'autorisation, c'est pour avoir les moyens de l'organiser, etc., etc. De ce fait, s'il n'y a pas d'assises, il n'y a pas de jugement. Et la plupart des personnes qui sont mises en liberté dans ces cas-là, par exemple pour les crimes économiques dont vous avez parlé, c'est que le dossier n'est jamais bouclé pour que ça passe en assises. Et donc, s'il y a tout un dysfonctionnement qui se crée là, et qui donc, je peux dire que la base aussi, c'est les moyens qui manquent. Vous voyez, écoutez, la cour d'appel, parlons-en, c'est la cour d'appel qui fait les procédures de, comment je dirais, d'assises. Comment elle fonctionne, cette cour d'appel? Les gens n'y vont pas, les magistrats n'y vont pas. Vous savez pourquoi? Non. Parce que les postes au niveau de la cour d'appel ne sont pas incitatifs. Puisqu'ils sont inamovibles, en instance, ils sont tous inamovibles. Si tu es président de tribunal, on te propose d'aller à la cour d'assises, tu refuses. Pourquoi tu refuses? Tu refuses parce que si tu veux rester dans la limite du matériel, c'est-à-dire le matériel que tu as, président de juridiction, tu as un certain nombre d'avantages, tu risques ta juridiction, tu as des gardes de corps, tu as une voiture, etc. Encore que certains présidents n'ont pas de voiture en ce moment. Bref. Et on te demande d'être conseiller là-bas. Conseiller, tu reviens sur ton salaire d'origine. Tu n'as plus rien. Et on te dit de te prononcer. Qu'est-ce qu'ils font? Certains ont fait 20 ans au tribunal de Cotonou. Parce qu'ils ne veulent pas bouger. C'est vrai que la loi dit, si tu ne bouges pas, tu n'avances pas en grade. Mais le gars, il a quelques mois de sa retraite. Il a quelques années de sa retraite. Quel grade il veut encore? Encore qu'à la cour d'appel, il n'y a pas un système qui permet à ce que si tu es meilleur à la cour d'appel, tu es sûr d'aller à la cour suprême. Il n'y a pas un système comme ça.
Et donc, il y a des cours d'appel qui sont complètement vides. Vous allez à la cour d'appel de Parakou, mais ils sont à peine 2 ou 3 juges. Ils sont obligés, ce qui est même impensable, d'aller chercher des juges qui sont en instance, c'est-à-dire qui ont déjà jugé, qui devaient rejuger eux. Ils sont obligés d'aller les chercher pour qu'ils renforcent les cours d'appel. Parce que pour qu'une cour d'appel fonctionne, il faut 3 magistrats, il faut 3 conseillers. Là-bas, ils sont obligés. Donc les cours d'appel ne fonctionnent pas. Pour régler cela, il suffit que le gouvernement prenne une mesure au niveau du ministère des Finances, prenne une mesure incitative au niveau de la cour, la cour d'appel. Et les gens vont aller librement. Le gars qui va aujourd'hui, lorsqu'on te nomme à la cour d'appel, c'est pas une promotion entre eux. Ils se moquent, quoi. C'est comme, bon, vraiment, tu as accepté d'aller, toi. C'est comme ça se passe. Ce qui ne devrait pas être, puisque la cour d'appel, c'est le second degré. Voilà des petits trucs, des petites choses qui ressortent dans le rapport et qui ne permettent pas aux justiciables vraiment de pouvoir vivre de leur justice. Vous avez ces cas-là au niveau du code de procédure pénale. Vous avez des cas aussi au niveau du code des procédures sociales. Le juge, on a dit par exemple, le juge de mise en l'état. Il faut créer un juge de mise en l'état pour que le juge de fond ne soit pas obligé de voir des renvois. S'ils vont là-bas, moi ça, ils me font même pitié. Vous avez un juge qui vient, qui fait l'appel de rôle. C'est obligatoire. L'appel de rôle, c'est quoi? Il appelle les dossiers pour savoir lequel des dossiers il va garder pour l'instance. Il commence l'audience à 8 h, il finit l'appel de rôle à 11 h. Tellement les dossiers sont, quelquefois, vous ne les voyez même pas derrière, vous les voyez derrière les dossiers. Comment le type, même s'il a la bonne volonté, comment il peut s'en sortir? Il suffisait de faire une bonne politique de recrutement, etc., etc. Pour le code foncier, même chose. Une application d'un certain nombre de dispositions, des dispositions qui vont poser des problèmes, etc., etc. Donc, globalement, nous avons vu toutes ces questions, nous les avons posées dans le rapport et je crois que les autorités doivent s'en saisir pour apporter une plus à notre justice. Tout à l'heure, vous avez parlé de loi, avant de voter une loi, il faut prendre les dispositions d'application, tout ce qu'il faut devant, etc. Mais parlons-en, allons à la Sénat. En ce moment, il y a un problème de loi qui se pose. En ce qui concerne les bulletins, le jour de vote, on parle de cachet, les membres de la Sénat ne s'entendent pas. Quel est votre avis par rapport à cette situation? Bon, c'est vrai que ça n'a pas été abordé dans le rapport, parce que ça n'a pas été l'objet de notre rapport. Si vous me demandez... Nous profitons de votre passage pour... Bon, moi sur cette question-là, je repose la question du respect des lois. On ne fait pas un jonglage au niveau des lois de la République. Hein? Si la loi dit quelque chose, faites. La loi dit qu'il faut des cachets d'authentification au niveau de chaque bureau de vote. Faites les cachets. Il n'y a pas à discuter là-dessus. La loi l'a dit, je ne sais pas. Pour moi, respectons la loi. Le législateur écrit toujours. La dernière fois, j'ai entendu quelqu'un dire, on va distribuer les cartes d'électeurs au minimum dans les 10 jours, on aurait fini. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Le code électoral a bien organisé la distribution des cartes d'électeurs. Allez-y voir. Bien, c'est-à-dire, a très bien dit comment. Je synthétise. Coslepi, vous le faites en 15 jours ininterrompus. 15 jours ininterrompus de 8 h à 18 h. Et dès que vous finissez de le faire, les 15 jours là, dès que vous finissez de le faire, vous publiez par affichage les cartes qui ne sont pas remise, parce que tout le monde peut les gars ne peuvent pas venir, il y a des gens qui sont indisposés, etc. Vous le faites dans une cantine scellée, vous le regroupez comme ça, et puis vous l'envoyez au secrétaire exécutif de la Sénat. Et la Sénat, elle, a 8 jours encore pour pouvoir distribuer pour ceux qui étaient retardataires, qui n'ont pas pu faire dans les 15 jours. Notre élection est à 26 avril. On n'a pas encore distribué les cartes. Quand est-ce qu'on va respecter les 15 jours? Quand est-ce qu'on va respecter les 8 jours? D'abord, les 8 jours, ce n'est plus possible parce que s'il faut les compter, on est déjà en l'air. Et les 15 jours même,
on couple le partage des cartes d'électeurs à un autre appel de fonds. À un autre appel de fonds. Le législateur a-t-il dit ça? Non. Je crois que les affaires de loi, moi, je vous invite, journalistes, d'avoir ces éléments-là. Et lorsque vous appelez les gens, préparez l'émission, posez-leur la question sur la loi. C'est si simple que ça. Il n'y a pas d'interprétation à faire. L'interprétation, c'est le jugement qui le met en place. Par exemple, lorsqu'on dit on a interprété comme ça, quelqu'un saisit la cour dit l'interprétation qu'il faut. Bon, si c'est ça qui est accepté, on va. Donc, les conflits qui sont nés actuellement au niveau du code électoral, j'invite les citoyens à lire le code électoral et à savoir qui dit la vérité ou pas. Il ne faut pas jongler, surtout que nous sommes dans une mesure très très sensible qui est les élections. Il ne faut pas s'amuser en prenant des décisions qui peuvent. Je dis et je rassure que le code électoral que le Bénin a mis en place cette fois-ci, c'est l'un des meilleurs codes encore. Sur la transparence des élections, ils ont prévu tout ce qu'il faut pour que nous ayons des élections saines et justes. Si on commence à biaiser les dispositions de ce code-là, nous risquons d'avoir des soucis et ce serait dommage. Donc, comme Joseph Diaguenou, c'est la tête. En tout cas, vous le dites souvent et je pense que le Bénin a vraiment un problème de respect des textes. Mais moi, j'accuse les journalistes, s'il vous plaît. J'accuse les journalistes parce que lorsque vous les recevez, c'est pas vous qui nous donne des informations tronquées. C'est pas vous qui expliquent des informations qui ne sont pas justes. Mais vous aussi, avant de les recevoir, lisez les documents, lisez les lois, et lorsqu'il dit ça, me dites au monsieur, par exemple, lorsque le président du COSLEPI disait que bon, il va faire le partage en 10 jours, c'est fini, je vais lui dire dans quelle loi il a lu ça. C'est fini. Dans quelle loi il a lu? Parce que vous l'avez déjà lu pour lui dire, mais lisons la disposition là. Je crois que si on le faisait, si les journalistes le faisaient, il y a des personnes qui ne viendront plus sur les antennes pour dire des choses qui ne sont pas conformes aux lois. Il faut que nous ayons l'habitude de dire ce qui est prévu dans la loi et nous aurons moins de problèmes dans notre pays. Justement, quel sera le rôle, mais quel pourrait être le rôle donc de la justice béninoise avant, pendant et après les élections? Parce que là, c'est sûr, il y aura des contentieux, il y aura beaucoup de choses qui seront dites. Est-ce que vous vous préparez déjà au niveau de l'observatoire? Est-ce que d'abord vous avez essayé donc de mettre, c'est pas votre rôle, hein, de mettre des observateurs pour... Non, nous, on n'a pas abordé les questions des élections, je l'ai dit parce que c'était une ouverture, j'ai donné un point de vue qui n'engage pas l'observatoire. L'observatoire s'est prononcé sur l'application des codes, des 3 codes. Et l'observation fait son observation réelle de l'état de la justice. Pas seulement l'état de la justice, ce n'est pas seulement les élections. Non, nous, on n'est pas observateur des élections. Bon, il peut nous arriver dans les prochains rapports de dire, bon, on va faire une étude réelle sur comment organiser les élections au Bénin et puis donner un rapport. Pour l'instant, on n'en est pas là. Ce que nous disons, ce qui touche les citoyens eux-mêmes, déjà, cherchons à l'appliquer. Ce qui touche les citoyens, c'est-à-dire le code de procédure pénale, le code des procédures sociales, etc. Là où le justiciable béninois va tous les jours pour pouvoir chercher la justice. C'est à ces choses-là que nous avons essayé de voir, et puis essayer de donner notre opinion sur la question. Et j'invite les citoyens qui n'ont pas encore leur rapport d'aller le chercher et de lire et de pouvoir mettre la pression, la veille citoyenne, pour que nous puissions changer un certain nombre de choses pour avoir, comme eux-mêmes ils ont dit, une justice crédible, une justice proche des citoyens, une justice juste et une justice qui amène au développement. D'accord. Monsieur Prince Agbodjan, avant de retrouver les auditeurs, je voudrais qu'en 1 minute, vous puissiez dire à celui-là qui vous écoute, le Béninois, le simple Béninois qui vous écoute, lorsqu'il est chez lui et qu'il reçoit une convocation d'un commissariat, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il panique? Comment ça se passe jusqu'à ce qu'il se retrouve au commissariat et autres là? En quelques mots, quoi, pour que c'est surtout ça, quoi. Et on dit, on a envoyé une convocation, le type va là-bas, on le fait asseoir et puis c'est fini. Après, il passe des jours, on l'envoie au commissariat central et ça fait des années. Alors, vous savez, les justiciables eux-mêmes, on a constaté que les justiciables, dans le rapport que nous avons eu, les justiciables ont peur de la justice. Ils ne veulent même pas s'en approcher. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est dans le rapport, à la page 99. Dans les souhaits exprimés par les justiciables, on dit ceci. Pour les justiciables, la crainte d'influence sur la justice est totale.
Et comme il est précisé dans l'introduction de cette étude, la peur et la méfiance d'affronter une machine qu'est la justice a gagné la majorité de nos citoyens qui préfèrent s'en remettre à la justice des chefferies traditionnelles ou autres modes alternatifs de règlement de différends. Ça, c'est symptomatique même de la justice béninoise. Comment la justice, dont on prend nos moyens, les impôts des citoyens, pour que cette justice-là soit équitable pour tous, nous ayons peur de cette justice-là. Nous avons peur parce qu'on n'y croit pas. Nous avons peur parce que nous nous disons, ces trucs-là, il ne faut pas y aller. Le gars, il fait la plainte. La nuit, il va chercher la grand-mère dans le village pour dire vraiment, dites à Monsieur Serge de ne plus aller au tribunal, on va régler ça entre nous. Mais à force de le faire ainsi, ça ne permet pas à la justice de jouer pleinement son rôle. On ne cherche pas à aller vers la justice parce qu'on y a peur, ce n'est pas bon. Il faut que les citoyens disent c'est leur justice. Il faut qu'ils aient des exigences par rapport à leur justice. Il faut qu'ils lisent, ceux qui peuvent lire les textes pour dire non, monsieur l'officier de police judiciaire, vous ne pouvez pas me traiter comme ça, vous devriez me traiter comme ça. Si tout le monde le faisait, ce serait normal. Est-ce que le code règle cette affaire de convoquer un vendredi soir? Ah, bien sûr, le code dit de convoquer. Le lundi est chômé, ça fait un mardi. Ici, il doit ressortir. Alors, la garde à vue, aujourd'hui, est organisée, je vous ai dit. On ne convoque pas pour mettre en garde à vue. C'est fini, ça. Le code de procédure a donné des règles pour mettre en garde à vue. Le code de procédure a mis des règles, je dirais des règles claires, nettes. Dans quel cas on peut te mettre en garde à vue? Le code de procédure l'a dit. Donc, tu ne peux plus craindre, à mon avis, les vendredis. Puisque tu sais que les vendredis, si les informations telles que tu as et que tu n'es pas impliqué dans quelque chose, on ne peut plus te traiter comme avant, ben tu peux aller correctement. Je vous dis, l'article 58 du Code de procédure dit par rapport au garde à vue. Une personne ne peut être placée en garde à vue que si la mesure garantissant le maintien de la personne à la disposition des enquêteurs est l'unique moyen de parvenir. L'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants. Premier, permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne. 2. Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République au fin de mettre ce magistrat en mesure d'apprécier la suite à donner à l'enquête. 3. Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels. 4. Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille. 5. Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être celles co-auteurs ou complices. 6. Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser l'infraction. On me convoque un vendredi, je n'ai rien de tout ça. L'infraction qu'on me reproche, ça n'a rien pour m'empêcher d'être là le lundi. Et pourquoi je vais avoir peur? Pourquoi? J'y vais. S'il me met en garde à vue, abusivement, en violant les dispositions de l'article 58, je ne me tais pas. Je finis les gardes à vue, mais je fais ma procédure puisqu'on peut le punir. Dans le même code, il est dit que la chambre d'accusation est la chambre de discipline, de punition des officiers de police judiciaire. C'est dans le code. C'est-à-dire que tout ce qui se passe au Bénin, c'est le refus de lire les textes et de chercher à les appliquer. Vous savez, lorsque vous allez dans une brigade de gendarmerie ou dans une police, dans un commissariat, et qu'ils commencent à parler, vous dites, je voudrais avoir mon avocat, l'attitude change. Hein? Oui, ça change. Il commence à se dire, ce type, il connaît les tests. Si vous commencez à lui dire, bon, écoutez, je voudrais avoir mon médecin parce que je ne me sens pas bien, vous commencez à dire ces trucs-là, vous allez voir qu'il va se remettre dans la procédure normale pour vous. Mais si vous êtes là, on dit, assieds-toi, déshabille-toi, tout ça là, j'ai tes trucs, et que toi-même, tu dois le faire, puisque tu es dans la contrainte. Mais tu poses des actes qui lui permettent de dire, et puis tu dois être informé. Tu peux dire à l'officier, mais pourquoi vous m'avez dit ça? C'est simplement, sans qu'il ne sente que tu es en train d'abuser de son autorité, tu demandes. Et s'il te demande et qu'il ne veut pas t'écouter, lorsqu'il t'amène le PV que tu vas signer, tu dis, monsieur, mettez dedans que j'ai dit ça.
Et on dit que si vous mettez ça, et le dossier va chez le procureur, et le procureur lit ça, vous êtes libéré. La procédure est nulle. Et vous êtes libéré. Nous, on a même peur que les vrais bandits puissent bien lire. Et puis, chaque fois, ils créent des vices de procédure et annulent la procédure et tu vas retrouver le grand banquier. Nous avons beaucoup plus peur de ça. Mais il faut que les citoyens aient accès à ces documents, aient accès à ces tests. Ceux qui ne peuvent pas lire, qui aient des possibilités de leur présenter cela. Et ça aussi, c'est le devoir de l'État. C'est un peu ça. L'article 40 de la Constitution a dit de diffuser la Constitution. Mais combien de fois l'État le fait? Parce que, comme le professeur Grélaranzo le dit souvent, chaque fois qu'on donne ces outils-là aux citoyens, ils s'en servent et l'État ne peut plus abuser. Donc, la société civile a disparu puisqu'il y a beaucoup maintenant qui rentrent dans la politique. Il y a aussi tout ça. Bon, c'est aussi ça le problème. Il faut être courageux. Vous savez, à l'Observatoire, c'est complètement du bénévolat que nous faisons là-bas. C'est la passion de la justice qui nous amène là. Bon, les seuls, oui, il faut être courageux. Il faut se dire, je veux apporter quelque chose à mon État pour être dans cette structure-là. Parce que lorsque vous sortez un rapport et que le rapport dit des choses telles que nous l'avons dit dedans, les gens ne vont pas vous applaudir. Le Béninois n'aime pas le contrôle. Hein. Donc, si vous allez, nous avons vu plein de problèmes lorsque nous dépêchons des gens sur les terrains. Mais tout ça va changer parce que de jour en jour, nous prenons conscience de la situation. D'accord. Serge, si tu le permets très très rapidement, hein, parce que je voulais juste poser une petite question donc à Prince. Vous posez beaucoup de petites questions. Peut-être nous allons peut-être prendre des questions et puis pour la conclusion nous allons les auditeurs certainement ils sont assez de préoccupation. Monsieur Prince Agbodjan, nous allons, parce que nous n'avons plus assez de temps, on a un peu moins de 15 minutes, on va vous laisser le temps de répondre aux différentes préoccupations des auditeurs. Alors, les commissariats qui sont transformés en centre de recouvrement, c'est aussi une ignorance de la loi. Le centre de recouvrement n'est pas dans les polices. Ça, c'est de l'intimidation. Et ça, c'est... Parce que c'est des procédures complètement civiles. Lorsque la procédure est civile, vous ne pouvez pas aller devant un commissariat. Ce n'est pas possible. Par exemple, le gars n'a pas payé son loyer, on le convoque devant un commissariat. C'est des procédures entièrement civiles. Et là encore, l'absence des tests, l'absence de l'application des tests. L'inspecteur, le policier qui veut faire ça, il sait très bien qu'il est en train de violer les tests. Il faut le lui rappeler. Et pour ça, les tests sont disponibles. Il y a même des... Je ne fais pas de la publicité pour des librairies. Aujourd'hui, vous prenez, je les cite comme ça, la librairie Rachel. Ils font des plaquettes, 1500, 2000, pour les tests. Je ne suis pas sûr que mes amis qui sont sur le plateau, le code de procédure pénale, ils ne l'ont pas. Mais ce n'est pas possible. Vous l'avez? Ah, ok. Donc, parce que j'ai vu des amis qui n'en avaient pas du tout. Il faut que tous les citoyens béninois aient les tests. Ceux qui ne peuvent pas lire, qui ont des enfants qui sont allés à l'école. Ils ont des gens, il y a même des structures de société civile qui arrivent, des structures du style WILDAF, etc., qui peuvent les aider à lire, ou ne serait-ce à comprendre. Et lorsqu'ils ont des problèmes, il faut les poser. J'ai dit tout à l'heure que aujourd'hui, le code de procédure a réglé la question de la punition des officiers de police judiciaire. Comme quelqu'un me l'a demandé, les officiers de police judiciaire ont la chambre d'accusation comme chef chargé de leur discipline. Et cette chambre-là peut punir les officiers. Lorsque vous les saisissez, c'est gratuit. Lorsque tu sens que tu es abusé par un officier, tu fais ta lettre, tu saisis la chambre d'accusation dans les 3 cours d'appel du Bénin, c'est-à-dire cours d'appel de Cotonou, cours d'appel de Parakou et d'Abomey. Il y a toujours une chambre d'accusation avec un président. Saisissez. Et vous verrez que la chambre d'accusation va faire son travail. Donc, c'est prévu dans les tests. Dès que nous les lisons, nous les appliquons. Là-bas même, c'est des procédures qui ne coûtent pas. Vous écrivez ou vous faites écrire, vous signez et vous déposez, vous donnez votre adresse, vous donnez l'adresse de celui qui a fait ça, qui a commis la faute. Et puis, ça y est. Maintenant, c'est sur ça. Les casiers judiciaires vierges, il y a un principe fort dans le code de procédure qui est la présomption d'innocence. Tant qu'un jugement n'a pas été fait, définitivement
fait, on ne peut pas toucher au casier judiciaire de l'intéressé. Quelqu'un peut être condamné en instance et obtenir son casier judiciaire dès lors qu'il a fait appel de la décision. Et donc, il n'est pas encore, la décision est appelée. À partir du moment où la décision est appelée, la personne bénéficie encore de sa présomption d'innocence. Ce qui se passe, c'est quoi? Comme il y a un dysfonctionnement au niveau de certaines des tribunaux, normalement, je prends le cas d'un mandat d'arrêt qu'on a dit que pour un député qu'on n'a pas arrêté depuis et qui a été condamné. Bon, je ne sais pas si le mandat d'arrêt existe encore. Si ça existe, ça pose quand même un problème. Maintenant, si ça existait même, depuis que l'infraction a été constituée et est passée en flagrant délit, suivez-moi bien, rapidement jugé, parce que c'était en flagrant délit. Oui. Il a fait appel de la décision. On est à la cour d'appel. Mais la cour d'appel tranche définitivement cette affaire-là. Pour moi, la cour d'appel a trop traîné sur ce dossier-là, selon moi. On tranche et on clarifie la situation. Non, il y a eu accusation. Non, il n'y a pas eu accusation. Oui, il n'y a pas eu accusation. Et puis, on règle ce problème-là. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur ça. Sur la question donc du député, je ne peux pas opiner parce que je ne sais pas s'il y a eu un mandat d'arrêt qui continue à exercer. Mais s'il y a un mandat d'arrêt, vraiment, il faut faire quelque chose. Comment réduire les agissements des officiers de police judiciaire? Je crois que c'est encore dans les lois. Si vous vous sentez brimé, cherchez votre code de procédure, lisez et faites votre plainte. Et l'officier de police judiciaire, lorsqu'on le convoque 2 fois, il ne fera plus ça. Quelqu'un d'autre a parlé de grâce présidentielle. Oui, c'est aussi un autre problème. C'est-à-dire la procédure, avant que le monsieur qui a bénéficié de grâce présidentielle sorte, il faut lui faire une levée d'écrou. C'est-à-dire il faut dire que monsieur pouvait sortir. Sans ça, le régisseur ne peut jamais le sortir. Mais lorsque la procédure ne va pas à son thème, le président, lui, il a eu le dossier par le Conseil supérieur de la magistrature, il s'est prononcé. Mais lorsqu'il s'est prononcé, la décision est prise. Il faut que des acteurs de la justice mettent en œuvre, mettent en rythme cette décision-là. Et c'est ça où ça tarde. Il y a beaucoup de choses qui doivent amener la réforme même de la chancellerie et clarifier les procédures. Si on sait que, par exemple, après le discours du président, en 10 jours, la procédure doit être finie, il faut mettre des indicateurs pour que ça se passe. En tout cas, c'est des questions qui se passent et il est difficile de pouvoir vraiment dire qui a tort, qui n'a pas tort. De toutes les façons, nous, dans notre rapport, lorsque nous travaillons, nous donnons des preuves et nous justifions le comportement des uns des autres sur le terrain. Donc ça veut dire qu'en clair, l'auditeur qui nous écoute aujourd'hui sait que dès qu'on lui adresse une convocation, on ne doit pas avoir peur, ne pas se présenter. Non, il n'a qu'à être à l'aise pour aller dire ce qu'il connaît du dossier. Pourquoi il a peur? Il a peur pourquoi? Il va expliquer ce qui s'est passé et il est sûr que, même si on dit dans le code de procédure que l'officier de police judiciaire ne doit pas prendre parti. Si vous constatez qu'il a pris parti, vous faites votre procédure. Vous mentionnez comme un chef. Tu parles comme si toi, tu juges. Dans les commissariats, on ne juge pas. Dans les commissariats, on fait les enquêtes. C'est les juges qui jugent. Que les citoyens comprennent très bien cela. Dans les commissariats et gendarmeries, on ne juge pas. On fait les enquêtes, on pose des questions. Et encore que, lorsque l'officier de police judiciaire fait une procédure tronquée, c'est-à-dire prend parti, le juge est capable de dire à une autre structure de faire les enquêtes. Lorsque il vous reçoit, vous dites, monsieur le procureur ne m'a pas laissé dans les conditions pour que je parle. On m'a fait ci, on m'a fait ça. Vraiment, je ne suis pas d'accord avec ce que l'officier a fait. Je voudrais, si vous le permettez, demander à une autre police de le faire pour que nous ayons une certitude sur l'enquête. Le citoyen peut dire cela. Le citoyen n'est pas un malheureux. Lorsqu'on te convoque, tu trembles, tu es là, comme si, bon, tout est arrivé dans le sort. Et au Bénin aussi, lorsqu'on te convoque, eh bien, tout le monde en parle. Ça y est, c'est grave. Non, on peut te convoquer pour que tu ailles donner des explications. J'ai déjà vu des levées de boucliers pour des convocations. Non, je pense que c'est le fait que nous ne lisons pas nos textes, c'est le fait que nous ne cherchons pas à les appliquer qui nous amène à nous comporter de la sorte. Moi, je suis rassuré et je sais que notre justice a des problèmes, notre justice
a des difficultés, les magistrats se battent tous les jours pour leur indépendance, mais cela n'est pas suffisant. Il faut que les citoyens jouent leur rôle et que les rapports que nous nous présentons au niveau de l'Observatoire de la justice au Bénin, que ces rapports-là soient mis en œuvre et que les citoyens se retrouvent. Parce qu'à travers ces rapports, vous avez une vérité sur la perception réelle du citoyen sur le terrain. Ce n'est pas des rapports biaisés, nous on n'a rien à voir. Lorsque le gars, on nous dit ce qui s'est passé, nous allons contrôler. Si ça nous inquiète, nous allons contrôler comme ce que nous avons fait. Lorsque nous avons voulu faire le rapport sur les réalités des codes de l'application, nous sommes allés dans les prisons. Nous avons vu les problèmes. Nous avons vu des choses. Moi, depuis que j'ai fait cette mission-là au niveau de l'Observatoire, je me pose plein de questions pour ce qu'on appelle la justice. C'est vraiment des problèmes, des justiciables qui sont des gens qui sont là oubliés, ils deviennent des menuisiers au niveau des prisons, ils sont des gens qui travaillent, c'est-à-dire qu'ils ont tellement passé des années là, qu'ils sont devenus, c'est comme leur maison. Et tu leur demandes, tu vas partir, dis le jour, on va me faire partir, vraiment je vais vite partir. Il dit, mais tu gagnes, tu es menuisier, il dit, je ne sors pas d'ici, je n'ai pas d'avenir, je n'ai rien. Il est oublié, il y a même des familles qui les oublient carrément. Non. La maison de justice, il faut qu'on puisse aller plus vite pour que les citoyens puissent vraiment les citoyens soient utiles pour notre pays. Ce n'est pas en les mettant en surpopulation dans les prisons que nous pouvons développer notre pays. Et qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là où, lorsque vous avez un parent en prison, que vous allez voir, il faut donner de l'argent à tel ou tel à l'intérieur? Oui, parce que personne ne dénonce personne. Vous savez, il faut être courageux au Bénin pour dire non. Et tout le monde accepte. Mais c'est tout le problème du Bénin, ça. Si moi j'y vais, je ne donne pas. Vous comprenez un peu? Et si on me le réclame, je dis je ne donne pas. Et maintenant, si on dit ah, tu ne donnes pas, tu ne veux pas voir, je chercherai à voir le gardien-chef. Si le gardien-chef ne me répond pas, je chercherai à voir le régisseur de prison. Si le régisseur de prison ne veut pas, j'écris. J'écris. Et je saisis l'inspection des services judiciaires pour dire on m'a empêché. C'est seulement en faisant cela qu'on va changer les choses. Mais là, si tu dis, moi, non, bloc, moi, de mon vie, tu vas même, tu donnes l'argent et puis tu continues. Le gars qui prend l'argent va continuer, il va augmenter, même s'il était à 1000 francs. Et prochainement, tu reviens, il va dire qu'il veut 5000. Parce qu'il sait que c'est normal. Et tout le monde le fait. Non, disons non. Et le rapport de l'Observatoire de la justice nous permet de dire non à des situations. Et moi, j'invite les citoyens à se procurer des tests, voter, pour que nous puissions vraiment avancer dans notre état de droit. Voilà, eh bien, mesdames et messieurs, il est 10h24 dans nos studios. Nous avons encore 6 bonnes minutes devant nous. C'est vrai que, voilà. Alors, je voudrais juste votre opinion par rapport à une question qui me vient rapidement à l'esprit. C'est votre mot sur l'attitude des chefs d'État africains sur le silence de la barbarie de l'université de Garissa au Kenya, qui a fait 148 morts, étudiants qui sont décédés. Et pourtant, il y a quelques semaines, ces mêmes chefs d'État qui ont défilé dans les rues de Paris avec 14-12 personnes décédées dans le journal Charlie Hebdo. Aujourd'hui, c'est le silence plat de cet État. Comment peut-on expliquer ça alors que c'est sur le continent africain? Franchement, moi, par ma page Facebook, j'ai vu ces images-là. Et depuis que je l'ai vu il y a 48 heures, vraiment des étudiants tués dans les amphis ici. Je ne sais pas, M. Serge, je crois que vous êtes mon ami sur Facebook. Oui, vous avez vu ces images, moi, ça m'a choqué. Franchement, c'est de la barbarie. Des gens qui sont dans le savoir, on vient les tuer. Et vous voyez, ils sont dans du sang. Vraiment, les images que moi j'ai vues m'ont révolté. Mais je me suis dit quoi? Qu'est-ce que toi tu peux quoi dans cette affaire-là? Bon, la seule chose, nous les croyants, on priera pour eux. Maintenant, l'attitude des chefs d'État. Écoutez, moi, j'ai jamais eu la chance d'être chef d'État. Je n'y rêve même pas. Ah bon? Mais ils savent les problèmes qu'ils ont. Les chefs d'État, ils savent les problèmes qu'ils ont. Lorsqu'il s'est passé en France, vous avez vu, tout un monde de chefs d'État sont partis. Je constate que là-bas, il n'y a même pas eu, il n'y a rien eu au Bénin pour ça. Moi, d'abord, ce que je vais demander, franchement, ça c'est une petite voix, que le Conseil des ministres du Bénin parle de ça. Ça dit, tout au moins. Oui, attire l'attention sur la question. Vraiment, je vais inviter les autorités au niveau du secrétariat du gouvernement, au niveau des ministères, qu'ils attirent l'attention des Béninois sur cette barbarie-là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce que c'est au Kenya qu'il faut banaliser la chose. Ça peut arriver à tout le monde. Tuer des étudiants de cette manière, c'est triste. Il faut que notre pays se prononce là-dessus et dénonce cela.
Ça, c'est déjà quelque chose. Le pays n'a pas dénoncé. Le pays, le Conseil des ministres n'a rien dit. Et tu veux que le chef de l'État fasse quoi? Le chef de l'État... Non, je crois que c'est... Si vous avez posé la question, c'est parce que ça vous a touché. Tout à fait. Oui, donc ça touche tout le monde. En tout cas, moi, les images telles que j'ai vues, ça m'a vraiment secoué. Et c'est dommage que cette page, je ne sais pas, les informaticiens qui m'écoutent pourront me donner... Je n'arrive pas à ne plus voir. Mais chaque fois que j'ouvre ma page, ça vient et ça me choque. Si je peux faire quelque chose pour ne plus voir, j'allais le faire. Mais ce n'est pas ne plus voir qui est la question parce que je l'ai déjà vu et c'est dans mon mental. Non, il ne faut pas que ce jour de Pâques que nous vivons, que cette fête de Pâques, que Dieu nous épargne au Bénin de ces chants de barbarie. Vraiment, que le Seigneur qui est ressuscité, qu'il sauve le pays, qu'on n'ait jamais ces choses-là. Et je suis convaincu, pour ma foi, que ça n'arriverait pas de cette manière-là, où on va tuer des étudiants en amphi de cette manière, comme des animaux, pour des options de religion. Franchement, que le Seigneur ressuscité nous sauve de cela, je l'en prie, en ce jour de Pâques. Voilà, mesdames et messieurs, nous devons tous nous sentir concernés et œuvrer chacun à notre niveau pour le respect des principes démocratiques et des bonnes pratiques en matière de respect des textes constitutionnels, juridiques et administratifs, de sorte que la justice ait moins de clients sans être elle-même cliente du gouvernement. L'invité de ce numéro, consultable du dimanche 5 avril de l'année 2015, avait nom Serge Prince Agbodjan, juriste et membre de l'Observatoire de la justice au Bénin. Avec lui, nous avions donc fait l'état des lieux de la justice béninoise, décortiqué les rapports 2013 et 2014 sur la justice béninoise et trouvé quelques solutions pour qu'elle devienne un appareil au service de tout le monde. Monsieur Agbodjan, merci d'avoir été là. Merci à vous, merci à tous les amis auditeurs, merci aux techniciens, merci à la bonne dame qui est en train de prendre mon image. Serge, pour les sites. D'accord, merci beaucoup. Et je rappelle que demain, lundi, à partir de 15h, ceux qui ont raté cette émission pourront la suivre en nouvelle diffusion. Également, vous allez sur oceanfm.info, vous aurez l'émission en ligne et vous pouvez passer par là aussi pour atteindre le site, le web TV de Océan TV ou aller sur la page du matinal, dont je rappelle www.oceanfmcollé.info. Merci à chacun et à tous pour votre disponibilité permanente. Bonne fête de Pâques. Rendez-vous dimanche prochain à 9h. Merci et salut à vous tous. Carte sur table.